Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tandem TV. Bonjour Isra Katia. Bonjour à vous, bonjour. Alors vous êtes historien, enseignant, chercheur, archiviste pour Yad Vashem et vous avez eu d'ailleurs des activités journalistiques, voire radiophoniques en France et en Israël, surtout du journalisme, où vous habitez depuis presque 30 ans. Alors vous publiez bientôt, ce sera en octobre prochain, avec André Darmon, le livre noir sur le palestinisme. Eh bien justement, ça tombe bien parce qu'on va parler de palestinisme. C'est le livre noir du palestinisme. Du palestinisme, oui. Oui, parce que en fait, et ce sera ma première question pour débuter cet entretien, que signifie ce néologisme? Que signifie ce mot, le palestinisme? C'est un néologisme, mais qui n'est pas si néo que ça. Ça veut dire, ça fait pas mal de temps déjà qu'on commence à employer ce terme de palestinisme. En fait, les Arabes de l'ancienne province ottomane et de l'ancien mandat britannique ont absolument voulu se faire passer pour une lutte nationale, d'émancipation nationale. Mais en réalité, toutes les personnes qui ont étudié cette question se sont rendues compte qu'il ne s'agissait pas du tout d'un mouvement venant d'une population ou d'un peuple, mais que c'était une idéologie construite d'abord par les frères musulmans dans les années 20, et ensuite jointe par le KGB et les soviétiques dans les années 60, c'est-à-dire un mouvement qui avait des buts non pas de créer un État ou une nation ou un peuple, mais un mouvement djihadiste, puisque les frères musulmans, c'est le fondement du djihad, et un mouvement anti-occidental, puisque dans les années 60, le KGB était très actif au Moyen-Orient, dans un but de croisade anti-occidentale. C'était la guerre froide. Donc, à partir du moment où on emploie des termes comme peuple palestinien, cause palestinienne, État palestinien, on rentre dans le jeu de personnes qui veulent le faire passer pour ce qu'il n'est pas. C'est pour ça que depuis au moins 30 ans, la plupart des gens qui travaillent sur le sujet appellent ça le palestinisme, pour bien montrer qu'il s'agit d'une idéologie. Seuls peut-être certains politologues, certains historiens continuent encore à appeler ça une cause nationale. Mais les sociologues, les philosophes, les linguistes, eux, ont adopté ce terme. Et un livre qui est sorti il y a quelques mois de Pierre-André Taguieff, qui parle de l'islamo-palestinisme. Donc, alors ça, c'est la version, j'ai envie de dire, judéo-sioniste du mot palestinisme. Alors, je vais faire un peu l'avocat du diable. Mais il y a quand même une histoire, puisque pour la première fois, quand est-ce qu'il a été utilisé ce mot? Moi, j'ai fait quelques recherches et j'ai vu que, en plus j'ai fait des études d'orientalisme, donc il y a Edward Said, qui est un grand orientaliste anglais, enfin américano-palestinien ou pas, enfin qui était plutôt un arabe chrétien, originaire de la Palestine mandataire, pour être très clair. Il dit tout simplement que c'est du nationalisme palestinien. Bon, mais ça, c'est la version des Palestiniens. Oui. Vous dites que ça n'a rien à voir avec un militantisme, que ce n'est pas soutenir une cause de ceux qui vivent dans cette région, des Arabes qui vivent dans cette région. Vous dites d'emblée que c'est une invention du KGB. Une idéologie. C'est une idéologie, oui. Comment je peux dire ça? Si vous voulez, on a beaucoup de manières de le prouver, mais notamment de la façon historique. La façon historique, c'est-à-dire que, voilà, vous avez une population qui habite un territoire. Cette population, logiquement, peut devenir un peuple et peut créer un État et peut créer une entité autonome, souveraine. Est-ce que ça a été fait? C'est ça qu'il faut voir. Est-ce que ça a été fait? Bon, déjà, si on remonte loin, les 18 siècles qui ont précédé le XXe siècle, le mot Palestine est présent dans tous les livres d'histoire. La Syrie-Palestine, la Palestine, tout le monde parle de Palestine. C'est une province. La Palestine, c'est une province.
C'est une province d'un empire. De l'Empire turc. De différents empires. D'abord, je voudrais vous dire que, parce que je suis historien mais aussi linguiste et sémiologue, les gens ne savent pas, quand ils disent province, ils ne savent pas d'où ça vient. Province, c'est du latin, c'est provincia. Oui. Ce qui veut dire pour les vaincus. C'est le lieu pour les vaincus. En France, on oublie parce qu'on est très centralisé, mais les Occitans, par exemple, le savent très bien que province, c'est pour les vaincus. Ou les Corses, alors. Les Corses, exactement. Alors, ici, on est dans le cadre d'une région qui a toujours été une province, que ce soit une province romaine, une province byzantine. Qu'on appelait la Judée, alors. Non. Quand à l'époque où c'était la Judée, pendant 1500 ans, si vous voulez, les terres de Canaan étaient occupées par des peuples. Et quand les Hébreux sont venus, ont conquis les terres de Canaan et ont exterminé ou chassé les peuples, ils ont créé ici des tribus avec des juges, puis ça a été un royaume, puis 2 royaumes. Mais à partir du moment où les Romains sont arrivés au IIe siècle, c'était terminé. C'était des empires successifs qui sont venus ici, et cette région n'était qu'une province de ces empires successifs. On arrive jusqu'à l'Empire ottoman. Oui. Et les populations qui sont là, il y a des Juifs, il y a des Arabes, ce sont tous pas des provinciaux dans le mot qu'on emploie d'habitude, provinciaux, sympathiques. Non, des gens qui sont dépendants de l'Empire central, d'un empire. Et donc, il y a ici comme leadership, simplement, des familles, des tribus, des notables. Arrive l'année 1917, où l'Empire ottoman tombe, et l'Empire britannique ne prend pas possession du lieu comme un empire, comme elle fait avec l'Inde ou autre chose, mais par un mandat qui lui est confié une espèce de gestion, quoi. Oui, un mandat qui lui est confié par la Société des Nations. Oui. Ce mandat, c'est pour dire, vous n'êtes pas les propriétaires de cette province, vous la gérez pour... À la place des Ottomans qui avaient perdu la guerre. Non, pas à la place, parce que si c'était à la place, ça aurait été, vous touchez les impôts et ad vidat aeternam. Non. Vous la gérez pour pouvoir permettre aux populations de faire des collectivités autonomes, pour faire des États autonomes en un espace de temps. Mais ça, c'est le colonialisme britannique un peu partout. Hein. Non, parce que si vous voulez... C'était la même chose en Afrique. Non, parce que c'était pas prévu. Si vous prenez par exemple l'Inde, s'il n'y avait pas eu Gandhi, ce serait encore aujourd'hui l'Empire britannique. C'est-à-dire, l'Empire n'est pas fait pour devenir un tuteur qui va permettre au peuple du lieu de s'émanciper. Il n'est pas fait pour ça, l'Empire. Seulement, dans le cas précis du mandat britannique, il a été créé pour ça. C'est-à-dire, l'Empire britannique n'était pas en tant qu'empire, était que tuteur pour créer 2 autonomies souveraines, l'une juive et l'autre arabe. Ça, c'est en 1917 jusqu'à 1948. Qu'est-ce qui se passe chez les Juifs? Il n'y a pas besoin d'être sioniste pour savoir ça. N'importe qui peut le voir. Un pré-État se crée il se crée avec des armées, plusieurs forces armées, des hôpitaux, un système éducatif, etc., un système bancaire, enfin, après, tout pour faire une monnaie, voilà. Un drapeau, exactement. C'est très important, le drapeau. Oui. Si un jour on doit parler du drapeau palestinien, on en parlera. Arrive 1948. Et ne vous oubliez 47. 47, le vote du partage. Voilà. Et la décision de l'Angleterre de partir au 14 mai 48. Voilà. Bien. Voilà. Arrive le 14 mai 48. L'État d'Israël est attaqué par les pays arabes, fait une guerre pour conquérir ce qui sera son État. En face, il n'y a pas de leadership arabe qui veut créer un État. Non. Il y a une population qui, de 1917 à 1948, est restée dans la même mentalité que la mentalité de la province. C'est-à-dire, ceux qui gèrent la population arabe d'ici, ce sont ce qu'on appelle les Hamoulot, c'est-à-dire les tribus, les notables, ce sont eux qui gèrent ça. Donc, c'est pas qu'ils ont raté le coche de faire leur État, c'est qu'ils ont été complètement incapables de faire un État parce qu'ils n'avaient pas préparé pendant les 30 ans du mandat les conditions de faire un État. Donc là, on se trouve en 1948 et on a cette guerre. Cette guerre va permettre à Israël d'avoir le nord et le sud sur lequel ils vont faire un État. L'Est et l'Ouest, ou le Sud-Ouest et l'Est, sont conquis par la Jordanie et l'Égypte. À ce moment-là, la population arabe est toujours là.
Cette population arabe dépend maintenant des Jordaniens et des Égyptiens. Les Égyptiens et les Jordaniens ne veulent pas les intégrer dans leur territoire. Ils les laissent là. Qu'est-ce qui se passe? Et ça va se passer jusqu'à 1967. C'est là le turning point, comme on dit en anglais. Eh bien, justement, ce turning point fait qu'il n'y a pas de turning point. Pourquoi? Parce que ces populations arabes restent exactement comme elles étaient avec l'Empire ottoman, comme elles étaient avec l'Empire britannique. Elles restent avec la Jordanie et l'Égypte. C'est-à-dire qu'elles restent dans un statut de province dépendant d'un empire, et il n'y a ni création d'un leadership arabe, ni création d'une administration démocratique et autonome, ni volonté de faire quelques peuples. C'est-à-dire que les Palestiniens, pour être clair, excusez-moi, les Palestiniens ou les Arabes, les populations arabes qui habitent à Gaza appartiennent à l'Égypte. Oui, ils sont dépendants de l'Égypte. Et celles qui habitent ce qu'on appelait la Cisjordanie pour certains, mais la Judée-Samarie pour d'autres, sont sous le joug jordanien. Exactement. Okay. Donc en 67, tout ceci... Alors attendez, avec une petite différence peut-être, c'est que les Jordaniens quand même vont donner la nationalité jordanienne à ces Arabes-là, cette population-là, tandis que les Égyptiens à aucun moment ne donnent la nationalité. Mais sur le plan de la structure de l'endroit, c'est toujours pareil. Le même mode économique, l'agriculture. Le même mode politique, des chefs de tribus et des notables. Aucune autonomie, aucune demande d'autonomie. Bon, il y a une raison bien profonde, c'est que les Palestiniens ne sont pas, sur le plan ontologique, un peuple différent des Syriens, des Égyptiens, donc ça les empêche. Bien. Arrive 67. Qu'est-ce qui se passe en 67? Une autre guerre. À ce moment-là, du fleuve à la mer, comme on dit, du Jourdain à la Méditerranée. Ça, ils le disent sans arrêt, oui, je sais. Oui, et nous aussi, on peut le dire, on devrait le dire sans arrêt, du Jourdain à la Méditerranée, à partir de 67, tout est sous souveraineté israélienne. Même si Israël n'annexe pas officiellement, étant donné qu'ils ont gagné la guerre, tout est sous souveraineté israélienne. Et c'est là que tout commence. D'une certaine manière, c'est là qu'il y a un tournant. Voilà. C'est là qu'il y a un tournant. Pourquoi il y a un tournant? D'abord parce que ils ne peuvent plus se trouver dans la même situation que devant l'Empire ottoman, les Britanniques, les Égyptiens et les Jordaniens. Ils se trouvent devant des Juifs. Et ils n'acceptent pas d'être la province des Juifs. Deuxièmement, l'islam leur interdit, hein, mais là il y avait des chrétiens quand même. Il y avait des chrétiens palestiniens, des chrétiens arabes qui étaient dans la région. C'est vrai. Et l'islam leur interdit, et c'est le problème jusqu'à aujourd'hui, mais on pourra en reparler. Oui, l'islam leur interdit, ça c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que le fait qu'Israël ait maintenant la souveraineté sur l'ensemble du pays de Canaan, si on peut dire, va changer l'aspect économique. C'est-à-dire que les Arabes qui sont jusqu'à présent cantonnés dans ces deux zones, dans l'agriculture, vont pouvoir sortir et travailler chez les Juifs. Les Juifs sont bien contents parce que c'est aussi une main-d'œuvre pas chère. Mais ça va quand même changer la nature des choses, ce qui fait qu'il va arriver de l'argent qui ne vient pas des Hamoulotes et des tribus, et tous les notables vont perdre toute leur autorité parce qu'à la fois ils ne sont plus dépendants, ils sont plus l'interlocuteur vers l'Empire, et deuxièmement parce que sur le plan économique, ce ne sont plus eux le maître de C'est le drame de base d'ailleurs, les notables. Oui, c'est ce que dit Mordechai Kedar, c'est lui qui voudrait revenir à la tribalisation de la région. Mais impossible, mais c'est ce qui se passe. Et non seulement les notables perdent leur autorité, mais perdent leur vie. Oui. Et ils sont remplacés par quoi? Par des militants terroristes, puisque les terroristes, on est en 67, mais dès 62, les premiers attentats terroristes commencent. Absolument. Et les premières chartes écrites par le KGB, vont être mises en application. Et pourquoi c'est le KGB? Justement, c'est le KGB parce qu'il faut bien vous rendre compte qu'on est à une époque, dans les années 60, où c'est le KGB qui règne sur tout le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient n'est pas encore islamique comme il est aujourd'hui. Il est au fond de lui. Les frères musulmans, depuis 1924, ont tissé leur toile souterraine. Mais officiellement, on est dans le panarabisme. C'est-à-dire qu'on pense... Nasser, les Baas et tout exactement. Ça. On pense que
il y aurait une sorte de laïcs, de musulmans laïcs. C'est le cas du Baha'isme, par exemple. Oui, mais c'est un cas, c'est l'exception qui confirme la règle en quelque sorte. Et donc dans cette période-là, tous les leaders arabes vont se former à Moscou. Moscou, c'est eux qui vont faire tout le leadership de l'endroit. Et comme nous sommes en pleine guerre froide, comme je disais tout à l'heure, il y a une raison pour laquelle le KGB a besoin d'une campagne anti-occidentale, et ils vont donc utiliser les leaders de ces organisations terroristes pour mener cette campagne contre l'Occident. Et c'est donc là où se situe vraiment un tournant, C'est ça. et où vous savez, il y a une exposition magnifique à l'Institut du monde arabe sur tout ce que les Palestiniens ont apporté au monde. Oui. Extraordinaire. Elle existe toujours d'ailleurs, elle est toujours... Je sais pas, parce que je vais pas souvent en France. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté alors? Eh ben, en tout cas, c'est pas dans l'exposition, hein, mais ils ont apporté le terrorisme international, ils ont apporté les détournements d'avions. Oui. Ils ont apporté le terrorisme systématiquement visant des civils. Ce qui n'est pas le cas de l'IRA, ce qui n'est pas le cas de la bande Abadère, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de terrorismes dans le monde. L'IRA... l'IRA s'attaque. C'était surtout les Anglais, les soldats anglais, oui. Ces soldats anglais, des nobles anglais ou des choses comme ça. Bon. Donc là, il va y avoir vraiment un tournant. Et ce tournant-là, donc du terrorisme palestinien, va donc rencontrer ce soutien des soviétiques. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va rencontrer quelque chose de l'Occident. En Occident, il se passe quelque chose, c'est qu'il n'y a plus de prolétaires et il n'y a plus de colonies. On est après la décolonisation. Après les années 60. Après les années 60. Et on est après l'État-providence. Ça veut dire que tout le monde est devenu socialiste. C'est en 70, les droits sociaux sont pour tout le monde. En plus, on passe au tertiaire. Donc, il n'y a plus le prolétaire, c'est plus le secteur secondaire, c'est plus l'industrie. Et ce qui fait qu'on se trouve avec des militants qui sont en mal de cause, qui n'ont plus de cause. Il n'y a plus la cause décoloniale, il n'y a plus la cause prolétaire. Et ils vont adopter la cause palestinienne qui va leur permettre de perdurer. C'est Frantz Fanon et cette fameuse défense de tous les peuples opprimés. Oui, et voilà. Ça, jusque-là, c'est assez sympathique. Jusque-là, c'est sympathique. Non, on va revenir. Il devait y avoir quelque chose de sympathique. Mais le palestinisme, vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai vu quelques définitions, peut-être même chez vous. Le palestinisme, c'est un mélange d'islamo-gauchisme, ça c'est André Taguieff, il dit islamo-gauchisme, d'islamisme, et ce serait même un avatar du wokisme. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord ? On va enlever le mot avatar et on va parler de wokisme, d'accord ? Parce qu'il Alors, j'ai une autre. Mais je vais vous répondre. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais j'ai une autre pour un peu lancer le piquant du débat. Le palestinisme, j'ai encore lu ça quelque part, c'est une nouvelle idéologie, un mixte entre le nazisme et le communisme, en ce sens où tout ça est mélangé, ils ont sorti le palestinisme. Bon, alors on va parler de ça. On va parler de ça. C'est aussi un anti-judaïsme et un anti-colonialisme, hein, évidemment. Donc c'est des anti partout, quoi. Écoutez, je sais pas par quel bout de prendre, mais on va essayer de le prendre par le bout biographique. Oui, allez-y. Le bout biographique, ça veut dire comment j'ai pâli, comment j'ai passé des nuits blanches et comment je suis devenu fou devant ce qui s'est pas en temps réel, récemment, en étudiant ce qui s'est passé. Le palestinisme n'est pas un avatar du wokisme, il est venu rencontrer le wokisme. Oui. Mais il faut comprendre de quoi il s'agit. Je voudrais revenir à l'Europe en 1968. Ok. Je voudrais vous raconter une blague. Je vous en prie. Ça va détendre l'atmosphère. Voilà. Mais c'est pas une blague, malheureusement. Ouais, vous savez que les Américains n'aiment pas les Français et les Français n'aiment pas les Américains. Ouais. Et les Français qui n'aiment pas les Américains ont donné 2 fléaux à l'Amérique. Ils ont été terribles pour l'Amérique et l'Amérique est à genoux à cause de ces 2 fléaux. Le premier fléau, c'est la drogue. French Connection. C'est-à-dire que grâce à l'opium des colonies françaises, qui a été transformé en héroïne à Marseille, oui. On a inondé le marché américain de la drogue et
tout ce qui a été ensuite la destruction de la jeunesse américaine par la drogue, c'est fait par la French Connection à tel point qu'ils ont envoyé des personnes du FBI et de la CIA pour démanteler. C'est le fameux film. Voilà. Et ça, c'est pas des blagues. Hein. Ça, c'est vraiment un fléau. Non, c'est pas une blague, ça d'ailleurs. Je pensais que vous alliez me raconter une blague. Non, mais c'est drôle de penser que la France a pu mettre à genoux l'Amérique pour ça. Et le deuxième? Ça, c'est le premier fléau. Oui. Le deuxième fléau que la France a envoyé à l'Amérique, c'est les philosophes de 68. Okay. C'est-à-dire Derrida, Foucault. Oui, mais ils avaient Marcuse. Non, mais attention. Il s'agit là de quelque chose d'un fléau réel. C'est-à-dire, c'est pas les 10 plaies d'Égypte, c'est toutes les plaies réunies. D'accord. De quoi s'agit-il? Et je suis obligé d'en parler pour qu'on comprenne ce que c'est que le wokisme. Ce que c'est que le wokisme. L'idée de ces philosophes est extraordinaire. Et vous allez aussi comprendre pourquoi l'islam et l'Occident sont des amoureux éperdus. C'est pas que l'Occident se fait avoir par l'islam. L'Occident et l'islam sont des amoureux éperdus. Qu'est-ce que amène cette nouvelle philosophie qu'on appelle la déconstruction? La déconstruction est une philosophie extraordinaire qui dit il n'y a pas de réalité. Ça, c'est pas une chaise, un fauteuil, vous n'êtes pas, c'est pas un studio. Il n'y a pas de réalité. Il n'y a que des discours sur la réalité. Ok, oui. Ce qui veut dire que la réalité qu'on vit n'est pas le résultat d'une histoire et de circonstances, mais une construction de discours idéologiques. Ok. La déconstruction, ce qu'on appelle la déconstruction, c'est la possibilité de déconstruire ces discours et d'inventer le discours qu'on veut. Mais ce qui est la base de ça, c'est que tout n'est que discours idéologique. C'est quelque chose qui est très très grave parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de transmission, il n'y a plus de confiance. Ça a été inventé par les Français. Ça a été inventé. Et exporté aux États-Unis. Exactement. Ça a été inventé par la philosophie française d'après 68. Ça veut dire qu'il n'y a pas de transmission et de confiance. Ça veut dire que la génération d'avant a menti à ma génération et moi je mens à la génération suivante. Parce qu'il n'y a pas de réalité. Il n'y a juste que des constructions idéologiques. Bien. Cette philosophie-là s'appelle donc le postmodernisme. La déconstruction, c'est le postmodernisme. Ça veut dire, c'est après les temps modernes, après la vérité, après l'étude de la rationalité. L'Occident était connu comme étant celui de Descartes et de la rationalité, de l'observation de la réalité. Et maintenant, il va être connu comme la lecture des discours qui remplace la réalité. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une histoire d'amour entre l'Occident et l'Orient, parce que l'Orient islamique ne croit pas dans la réalité. L'Occident, c'est pour ça qu'on dit que ce sont des menteurs. Ce ne sont pas des menteurs. C'est qu'ils ne croient pas dans la réalité, tout simplement. La réalité, c'est ce qu'ils construisent. C'est le discours qu'ils construisent. Et Scheherazade, par exemple, Scheherazade va raconter des histoires. Le dirigeant politique s'appelle l'émir, celui qui parle. Vous savez que j'ai entendu chez Ephraim Herrera, spécialiste de l'islam, que la vérité du Coran est prouvée par des joutes oratoires qui prouvent que personne n'arrive à faire des versets aussi beaux sur le plan esthétique que le Coran. Donc il est vrai. Pourquoi? Parce qu'il est beau. Okay. C'est très important de comprendre ça. Et je m'écarte un peu, mais il faut comprendre. Nous, les Juifs, nous sommes des sémanticiens, des sémiologues, des gens du sens. Pour nous, la vérité, c'est le sens des choses. Pour les Occidentaux et les Orientaux, c'est l'esthétique qui est la vérité. Ça, c'est les Grecs. Mais pire que les Grecs, ça veut dire l'esthétique au sens où les Grecs ont quand même une vérité, il y a quand même une philosophie grecque, une recherche de vérité. Là, il n'y a même plus besoin de rechercher la vérité. Et comment on arrive au palestinisme avec tout ça? Alors, cette nouvelle idéologie européenne woke, qui fait que ce qui compte sont les discours, et donc tout ce qui compte, c'est le discours anticolonial, le discours racialiste, etc. Anti-blanc, etc. Va adopter la cause palestinienne comme le summum vous savez, on appelle ça de l'intersectionnalité. Et ça va se passer à Durban en 2001. Oui. Quelques semaines avant l'attentat sur les tours jumelles. Oui. On est à Durban en 2001. Oui, en Afrique du Sud. Vous avez en Afrique du Sud. C'est pas par hasard que c'est en Afrique du Sud.
vous avez une conférence internationale organisée par l'UNESCO Oui. et parrainée par le Comité des droits de l'homme de l'ONU, avec une conférence parallèle des ONG, qui est à Durban. Le thème de la conférence, c'est le racisme et les peuples premiers, les Indiens, les Noirs, Oui. etc. La conférence commence et les participants veulent absolument refaire passer la déclaration sionisme égale racisme, qui a été votée en 75 et annulée en 91 avec les accords d'Oslo. C'est le but, c'est leur but. Il faut absolument faire passer sionisme égale racisme. C'est un échec, ils n'arrivent pas à le faire passer. Mais les frères musulmans et les Palestiniens qui sont là réussissent, par la transsectionnalité justement, à faire passer le projet palestinien comme étant la cause des causes officiellement. C'est marqué dans les écrits. C'est pas dans les couloirs que ça s'est passé, c'est dans les écrits. C'est-à-dire que le féminisme, désormais, c'est la cause palestinienne. Pour que les femmes aient l'égalité, il faut que les Palestiniens aient un État. Pour que les prolétaires du monde n'aient plus faim, il faut qu'un État palestinien soit là. Pour que les transsexuels... Donc c'est la solution à tous les maux, quoi. Solution à tous les maux. C'est la solution à tous les maux. Sur le plan, je vous dirais, ça c'est sur le plan des chartes, et sur le plan, puisque ça se passe par l'UNESCO et l'ONU, des droits internationaux. Ça rentre dans le droit international. Maintenant, pourquoi j'en ai eu des cauchemars ? Parce que cette idéologie monstrueuse, au terme réel de monstrueuse, oui. c'est-à-dire démesurée, complètement démesurée, c'est devenu la nouvelle religion, et là je viens sur ceux qui parlent du nazisme, la religion de la rédemption de l'humanité par la mort de l'État d'Israël et la mort des Juifs. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, le palestinisme passe par la négation de l'existence, délégitime totalement l'existence d'Israël. C'est pas possible, il ne peut pas y avoir un État juif. Oui, mais attendez, l'important c'est pas ça. L'important c'est que s'ils arrivent à supprimer l'État juif, ils sont sauvés. Oui. Ce qu'on appelle la rédemption. Ils sont sauvés. Ça veut dire, quand on dit par exemple... Ça c'est l'islam alors. Mais ils sont pas sauvés. L'islam. Ça croise l'islam, exactement. C'est pas le meilleur mot. Quand on dit par exemple, vous voyez, ces étudiants de Sciences Po ne savent rien d'Israël. Ça les concerne même pas, ils sont jamais allés en Israël. Mais on se trompe. Parce que ce qui est en jeu, c'est pas Israël, c'est la rédemption de l'humanité. Donc le palestinisme est devenu cette religion immense qu'on appelle la rédemption de l'humanité par la destruction d'Israël, la disparition d'Israël. Alors c'est pas l'équivalent de comment dirais-je du sionisme. C'est même pas de l'antisionisme, c'est pire que de l'antisionisme. C'est pire. Alors c'est pour ça que ça rejoint le nazisme. Voilà. Parce que vous savez, les Arabes ont eu un discours de propagande très longtemps et on dit qu'est-ce que c'est que cette histoire ? L'Europe nous fait payer un crime pour lequel nous sommes complètement innocents. L'Europe a détruit les Juifs, pogrom et Shoah, et nous on doit payer pour ce crime. Mais attendez, messieurs, les Arabes de la Palestine mandataire, dites-moi, sans parler d'Amid al-Husseini, qui est un SS pur et simple. Oui, oui, absolument. L'interdiction de l'immigration en Palestine, le livre blanc, les émeutes, c'est pas vous. Vous savez peut-être pas, mais le nazisme, jusqu'à 1940, fin 1940, c'est clair, jamais c'est précisé extermination des Juifs. Il s'agit de libérer l'Europe, des Juifs. Et Eichmann, le fameux Eichmann, qui va s'occuper de transferts par les trains dans les temps d'extermination, il est responsable de l'émigration. Jusqu'en 1940, responsable de l'émigration. Ce qui veut dire que, logiquement, les Juifs auraient dû partir en Palestine. La Turquie était d'accord que les passages se fassent par la Turquie. Oui, mais Hadj Amin al-Husseini, qui était nazi, et les frères musulmans qui étaient aussi nazis à l'origine, ne le voulaient pas. Alors comment ceci était possible ? Non seulement ils ne voulaient pas, mais depuis les années 20-25, ils ont fait en sorte que l'Angleterre a rédigé le livre blanc pour fermer le verrou de la Palestine. Oui. Ce que je veux dire, c'est que les Arabes d'ici sont très, très, très impliqués dans le massacre des Juifs d'Europe. Parce que le massacre des Juifs... très loin, là. Oui, je vais très loin. Parce que le massacre des Juifs d'Europe, qui commence en 1941, à l'été 41, avec l'opération Barbarossa contre l'URSS,
n'est possible, n'est que la conséquence de l'échec de la politique d'émigration de 1933 à 1940. Si vous voulez, on dit la conférence d'Évian, aucun pays n'a accepté les Juifs. Mais à la conférence d'Évian, ce qu'on dit pas, c'est que tous les pays voulaient donner des visas aux Juifs, mais des visas de transit, pour aller en Palestine. Mais la Palestine était fermée par les Anglais. Pourquoi par les Anglais? Parce que les Arabes de Palestine, d'ici, avaient fermé cette porte. Ce que je veux dire, c'est que non seulement il y a des accointances, si vous voulez, avec le nazisme, claires et nettes, mais il y a aussi une responsabilité qu'ils ont. Au moment où on sait qu'à partir de 41, les Juifs qui ne peuvent pas venir en Palestine, ils vont être exterminés, les Arabes ici continuent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça explique tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors, maintenant, je voudrais vous dire quelque chose. Et après, on va parler de votre livre quand même. Ah, d'accord, c'est bien. Non, mais vous êtes là pour ça aussi. Vous voulez qu'on parle aussi du bouquin? Non, oui. Un dernier élément par rapport à votre réponse. Oui. Les choses, il faut comprendre. Vous savez, en Israël, il y a quelque chose qui s'appelle la hasbara. Oui, la communication. La communication, ça veut dire l'explication. Oui. L'hasbir, ça veut dire l'explication. Enfin, elle existe peu. Hein. Elle existe peu. Et les Israéliens se disent, mais mince, on n'arrive pas. On n'arrive pas avec la hasbara. J'ai entendu des explications qui étaient, surtout quand c'est le porte-parole de Tsahal, comme il est en uniforme, ça passe pas. Oui, mais non. Ça présente mal la hasbara. Bien sûr. Mais il y a un problème beaucoup plus fondamental. C'est que la hasbara est de l'explication qui vient du cerveau, du sechel. Alors que ce qui se passe en Occident et ce qui se passe de l'autre côté n'est pas de l'explication. On n'est pas en face d'ignorants à qui il faut apprendre quelque chose. On est en face de personnes qui sont dans des transes qui ne s'intéressent pas à la vérité, à la réalité. Et tout ce qui se passe en ce moment, vous savez, par exemple, quand il y a eu cet hôpital au début de l'invasion sur Gaza, cet hôpital dont on disait que c'était des bombes israéliennes qui avaient fait exploser, il y a une députée de LFI qui a dit « Mais on n'a pas besoin de savoir si ce sont vraiment des bombes israéliennes. À partir du moment où ça explose et qu'à côté il y a des Israéliens, comme par définition l'armée israélienne est coupable, c'est eux. » Vous comprenez qu'il y a une logique qui fait que c'est pas la peine de rentrer. C'est la logique du mal, quoi, en fait. C'est une logique très illogique. C'est une logique très illogique, mais qui est porteuse. Elle est porteuse parce que les gens ont besoin d'un sauveur, même s'ils sont plus chrétiens, ils ont besoin d'un sauveur. Ils comprennent que ils tournent en rond. Il y a une sorte d'idolâtrie, il y a une sorte de embuement, d'opacité. Pierre Lursa, il parlait justement de ça, de cette opacité du monde. Et donc, l'instrument qui est utilisé, le palestinisme, c'est un instrument qui est bien pour eux parce que ça leur donne un espoir. Ils ne croient plus dans la décolonisation, ils ne croient plus dans l'éducation au genre et au genrisme, etc. Ils ne croient plus qu'à une chose, il ne reste plus un seul Père Noël, en fait. C'est ce palestinisme. Alors, c'est un peu la dernière partie de cet entretien, Atia, je rappelle que vous allez sortir le livre Honneur du palestinisme coédité avec André Darmon. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, en plus de tout ce que vous avez dit, quoi? Justement. D'ailleurs, je montre le... Alors ça, c'est le dossier qu'on a sorti en juillet. Sur Israël Magazine, je le montre à la caméra. Le dossier sur Israël Magazine, qu'on peut aussi commander encore sur le site d'Israël Magazine, qui est un dossier d'une douzaine d'auteurs sur l'imposture du palestinisme. Okay. Donc, qui met un peu les bases de la chose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le livre qu'on va sortir, qui est un livre qui est coédité par André Darmon. Il y a plusieurs auteurs. Et il y a plusieurs auteurs qui ne sont pas encore partis dans leur travail, donc on ne les cite pas encore, mais qui vont être cités à partir du mois de septembre, quand ils seront en plein dans je le vais faire un travail. Teasing, il y a quand même Herrera. Il y a Herrera, il y a Yana Grinspoon, qui est une linguiste extraordinaire. Georges Elias Afati, il y a Richard Darmon, le journaliste. Il y a des juristes, etc. Donc, maintenant, je vais vous parler du livre en lui-même. Et ce livre en lui-même, il est en prévente. Le livre noir du palestinisme. Le livre noir du palestinisme. Alors, et c'est là que tout se déglingue. C'est là que les Athéniens s'atteignirent. Exactement. C'est là que les Athéniens s'atteignirent.
Quand vous arrivez à un degré de cauchemar où vous vous rendez compte que vous avez devant vous une planète entière de milliards d'individus qui ne veulent même plus entendre la vérité, qui sont dans une autre planète mentale, et que cette planète mentale a au centre la mort des Juifs et la disparition d'Israël. Parmi eux, de 2 ou 3 milliards de musulmans. Là, on peut comprendre par rapport à l'islam. 1,5 milliard de musulmans. 1 milliard, non, j'en avais mis plus. Non, mais d'arabes musulmans, on va dire comme ça, et des chrétiens aussi. Oui. Donc, alors, on se trouve devant le cauchemar dont je vous ai parlé. Oui. Quand j'ai commencé à étudier ça, j'étais dans un cauchemar. Et puis, tout d'un coup, j'entends une interview d'un philosophe qui s'appelle Pascal Bruckner. Qui est bien. Très bien, c'est un protestant, Oui, philosophe protestant, je sais. Pascal Bruckner, et qui parle du palestinisme, aussi. et qui dit dans son interview, le palestinisme, la dernière idéologie à la mode. Et tout d'un coup, j'entends un monsieur qui me donne une expression désuète, la dernière idéologie à la mode, avec une sorte de mépris. Oui, de dédain, quoi. De dédain pour ce petit moustique. Le nouveau trend, comme on dirait. Comme s'il s'agissait d'une nouvelle mode, vous voyez, je vais déchirer mes blue jeans, bon. Et tout d'un coup, moi qui ne dormais plus la nuit, qui était complètement obsédé par ça, je dis, mais au fait, de quoi s'agit-il? 9 milliards d'individus sur Terre, des millions de kilomètres carrés. Mais il ne s'agit pas de 7 millions de populations arabes vivant sur 28 000 kilomètres carrés, il s'agit plus de ça. Il s'agit d'une religion, il s'agit d'autre chose, mais il ne s'agit plus de ce que je vis moi. Et tout d'un coup, cette petite phrase innocente a provoqué une sorte de déconnexion entre ce qu'on va appeler un palestinisme extérieur, qui est un véritable monstre, une véritable idéologie monstrueuse, et un palestinisme intérieur. Et le palestinisme intérieur, c'est le livre surtout, et c'est là qu'on va voir la différence. C'est un sujet qui n'a pas été traité, ce palestinisme intérieur. C'est le livre. Et c'est le livre. Le but de ce livre a 2 buts. Une prise de conscience d'un crime pour lequel on n'a pas conscience que ce crime existe, et on en a d'autant moins conscience qu'on est les victimes de ce crime. Donc, premier objectif de ce livre, la prise de conscience d'un crime. Deuxième objectif de ce livre, le bilan de l'arsenal juridique incapable de dissuader et de punir ce qu'on croit être un crime, mais qui ne l'est pas, parce qu'on ne l'a pas identifié. Le fameux génocide. Et le remplacement par un arsenal juridique qui, lui, pourra mettre fin à ce crime. Alors, je vais... Oui, il ne reste pas beaucoup de temps, mais... Vous pourrez faire du découpage. Non, on va pas faire de découpage. Déjà, je veux dire que le mot prise de conscience n'existe même pas dans les autres langues. En hébreu, on va dire tovana. Tovana. En anglais, on dira call up, comme un réveil matin. En français, on dit prise de conscience. Ça voudrait dire qu'on est inconscient et qu'on a l'impression qu'on est conscient, mais on ne l'est pas. C'est pour ça que c'est très difficile de parler de prise de conscience. De dire que ce livre, si je vous dis ce livre est une prise de conscience, alors je vais devoir vous raconter ça et vous allez me dire, mais non, j'ai très bien conscience de ça. Et je vous dis, non, vous n'avez pas conscience parce que sinon il n'y aurait pas besoin de prise de conscience. Ça se complique là quand même. Oui, parce que la difficulté, c'est pas que on va vous faire découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est quelque chose que vous êtes certain de connaître. Okay. Mais la prise de conscience fait que, pitant, vous vous rendez compte que vous ne le connaissez pas. Je vais juste vous donner un aspect. Premièrement, le 7 octobre, il y a eu une prise de conscience en Israël. Le matin du 7 octobre, Simchat Torah, les Juifs d'Israël se sont réveillés avec une prise de conscience. Quelque chose qui fait quelque chose qui fait poum. Ça va disparaître en 2 heures, 2 jours, 6 jours. Ça va former une sorte de couche invisible qui sera peut-être réactivée à un moment donné, mais qui n'est pas la prise de conscience qui va amener au changement radical des actes. Parce qu'on ne change nos actes que si on en a intérêt
Et si c'est pas de notre intérêt de changer nos actes, c'est parce qu'on a eu une prise de conscience. En règle générale, on n'agit que pour notre intérêt. Mais parfois, on a une prise de conscience qui fait qu'on peut agir contre notre intérêt. Je vais vous donner juste un exemple. La résistance pendant la Shoah n'est pas ce qu'on croit. N'est pas le fait que des Juifs, n'en pouvant plus de leur situation dans les ghettos, se sont révoltés. Pas du tout. C'est pas comme ça qu'est née la résistance. Elle est née de la prise de conscience d'un homme, pas de deux, pas trois, un. Et elle n'est pas née de son trop plein de souffrance. Elle est née de sa prise de conscience. Je vous donne cet exemple parce qu'on croit vraiment pas ça, on ne sait pas ça. Cet homme s'appelle Abba Kovner. Il est le chef de la Shomer HaTzaïr dans le ghetto de Vilna. Il ne sait pas ce qui se passe. Il sait que dans les ghettos, on meurt de faim, de coups, etc. Il sait que dans les villages de Vilna, de Lituanie, tout autour, il y a des soldats qui sont venus et qui ont tué des Juifs. Est-ce que c'est dans la guerre? Il sait pas. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. On espère. On espère ceci, on espère cela, on espère ça. Arrive un moment où au ghetto de Vilna, on amène des camions pour emmener la population du ghetto de Vilna. Et les jeunes se disent, et lui-même se dit, qu'est-ce qui se passe? On a son journal, il a vécu à la guerre, hein, il a créé le ghetto, le kibbutz de Lochamé Getaot. Il veut savoir ce qui se passe, il envoie des jeunes de la Shomer HaTzaïr dans ses camions. Ces jeunes ne reviennent pas, comme les autres, mais certains vont revenir. Et vont leur dire, il y a dans la banlieue, à côté, un endroit qui s'appelle Ponari. Cet endroit qui s'appelle Ponari est organisé en fosses. Ces fosses superposées, étalées, réparties, avec des toboggans tout autour. On mitraille les Juifs arrivant, qui tombent dans des toboggans, qui vont dans des fosses, qui sont recouverts par de la chaux, par de la terre, etc. C'est-à-dire qu'on lui décrit, les jeunes lui décrient l'origine, l'ancêtre de le camp d'extermination avant le Ziglombé, avant les gaz, etc., de façon industrielle. La Shoah par balle, c'est ce qu'on appelait. Non, c'est après. C'est entre les gaz et la Shoah par balle. Entre les. Et là, il y a une prise de conscience d'Abba Kovner qui le marque dans son journal. On veut exterminer tous les Juifs jusqu'au dernier. Et c'est pas l'histoire plutôt de Mordechai Personne ne Anielowitz du ghetto de Varsovie. Non. Ce sera après. Ok. Mordechai Anielowitz. Ce sera bien après. D'accord. Il prend conscience qu'on veut tuer tous les Juifs. À ce moment-là, il est devant deux choix. Le choix naturel, hors prise de conscience. Le choix non naturel, après prise de conscience. Le choix naturel, c'est peut-être qu'on va pas tous mourir. Peut-être que certains vont s'en sortir. Peut-être qu'on va nous demander de nous mettre à genoux. Peut-être que ceci. Le choix non naturel, c'est il faut mourir debout. Non, tu choisiras la vie. Non, il faut mourir debout. Et le choix qu'il va faire, c'est... C'est Masada, ça. C'est le complexe de Masada. Non, Masada, c'est de se suicider jusqu'à la fin. De mourir. Là, c'est aller à la mort. Aller à la mort. Rencontrer la mort debout. Mais alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le Je palestinisme? vais vous expliquer. À ce moment-là, il envoie des estafettes des jeunes filles dans tous les ghettos. Oui. Et à ce moment-là, va naître toutes les révoltes de tous les ghettos. En Lituanie. Non, partout, à Varsovie et partout. Ah bon, partout, d'accord. Partout. De naître de cette prise de conscience. Pourquoi ? Et c'est très important parce que cette action va faire qu'il va y avoir des gens sauvés. Cette action va faire que, contrairement à ce qu'on croit, c'est en allant vers la mort qu'on ne va pas à la mort. Okay. Mais en restant aveugle et en restant non conscient, on y va. Alors maintenant, je reviens au palestinisme et je reviens au crime. Bah, bien sûr. Faut nous faire la liaison là. Suspense. Je suis un peu perdu. Bien là. sûr. Oui, On est un peu perdu. Terrible. On est un peu perdu. Israël existe sur le plan d'un pays depuis 77 ans, et depuis 77 ans, on vit des choses qu'on appelle des attentats terroristes. Et on croit que ce sont des attentats terroristes, donc on appelle ce crime des attentats terroristes. Mm-hmm. Et on a des lois contre les attentats terroristes. Ces lois sont même très insuffisantes puisqu'il y a des avocats, notamment américains, qui s'appellent une organisation Shurat Adin et qui font en sorte de rénover ces lois pour que les lois contre le terrorisme soient plus efficaces. Vous comprenez que un kamikaze qui veut la mort, vous n'allez pas le condamner à mort. Il demande que ça, la mort. Un terroriste qui veut aller à l'université des prisons israéliennes pour pouvoir monter en grade, il est très content d'avoir des peines de prison, surtout qu'il va être échangé après, ça va coûter de l'argent, etc. Donc, ça ne convient pas.
Mais ça convient pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un crime qui est dessous ce crime de terrorisme, mais ce crime n'est pas connu, n'est pas dit, n'est pas mentionné. Ce crime s'appelle le génocide. On va l'appeler par commodité le terrorisme génocidaire. Ce terrorisme génocidaire, il y a 3 choses dans le génocide. L'intention, l'exécutant et la victime. Au niveau de l'intention, on a tout ce qu'il nous faut. Depuis 1918, on a des textes qui nous indiquent exactement la volonté génocidaire des Arabes. Pas seulement la charte de Hamas, pas seulement la charte de l'OEP, Ketoub, par exemple, l'a écrit dans les années 50, ou bien Mahmoud Abbas, jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a l'intention génocidaire clairement marquée. Donc, vous allez me dire, tiens, alors, pas de problème, le crime de génocide doit être facile à déceler. Deuxièmement, l'exécutant. L'exécutant, c'est la société arabe de Judée-Samarie et de Gaza qui forme depuis des années les exécutants. C'est-à-dire quand on dit les civils sont innocents, toute la société est fondée sur le terrorisme. Les gens sont payés par le terrorisme. Les gens touchent des salaires par ça. La drogue sert à servir à ça. Les enfants sont éduqués à ça. Les familles sont éduquées dans la famille, les shahids, etc. Tout est fait pour former des exécutants du génocide et pas des exécutants d'attentats terroristes. Des exécutants du génocide. Jusque-là, il n'y a pas de problème. La prise de conscience est claire. Ça va se corser avec la victime. La victime ne veut pas être victime d'un génocide. Les Juifs ne veulent pas être victimes d'un génocide. Donc ils veulent se défendre. Non. Ils veulent pas accepter qu'ils sont victimes. Ils veulent dire on n'est pas victime. Le 7 octobre, il y a des psychanalystes qui ont dit « Ah, ça y est, encore, on est retombé dans le spectre de notre condition de victime de génocide, comme une sorte de fatalité horrible. Mais on ne le veut pas. On ne veut pas. On n'a aucun intérêt à ça. Alors, on invente le fait qu'on est victime de terrorisme. Je vais vous donner des exemples qui vont vous montrer que c'est pas vrai. Vous savez que quand vous rentrez dans tous les grands magasins, vous avez un magnomètre qui vérifie si vous n'avez pas d'armes, d'explosifs, etc. Ça se trouve dans le monde entier, dans les aéroports. Oui. Pas dans les magasins. Non. Dans les aéroports. Bien. Vous avez un gardien qui vous fouille vos affaires privées. On ne fouille pas les affaires privées dans le monde. Dans les aéroports, on le fait grâce au terrorisme palestinien des années 70. Oui. Mais sinon, on ne le fait pas. Vous avez un objet qui traîne, à droite, à gauche. Un petit enfant de 6 ans, de 8 ans, va le dire à ses parents immédiatement. Ça veut dire que dans sa tête, tout objet qui traîne est une bombe. Ses parents vont prévenir le gardien, qui va prévenir la police. Le Shabak travaille jour et nuit pour empêcher les attentats. C'est-à-dire qu'il y a une machine mentale de sécurité, de protection, de surveillance, de lavage de cerveau, bref, qui fait qu'on est sous un génocide qui n'a pas lieu parce qu'il y a toute cette panoplie en marche. Si elle s'arrête un moment, en 3 semaines, il n'y a plus de peuple d'Israël. Il n'y a plus un seul Israël. Mais encore une fois, qu'est-ce que ça a à voir avec le palestinisme ? Je vais vous expliquer ce que ça a à voir avec le palestinisme. Si le palestinisme en Israël n'est pas... On va oublier tout ce que j'ai dit sur l'idéologie, d'accord ? N'est pas un ensemble de crimes de terrorisme. Si ce n'est pas un ensemble de crimes de terrorisme, si c'est un génocide par étapes, un génocide continu, un génocide avec intention, exécutant, etc., c'est pas le même crime. C'est pas le même crime, c'est pas les mêmes peines. Et le pro-palestinisme en Israël, je parle des journalistes israéliens, je parle des partis israéliens, je parle des manifestants de la rue en Israël, je parle des partis politiques arabes qui sont pro-palestiniens. Pro-palestiniens. Donc ils sont pour le soutien de ce génocide. Ils sont plus pour le soutien d'une cause. Ils sont plus pour le soutien d'attentats. Ils sont pour le soutien d'un génocide. C'est plus la même juridiction. Il y a la peine de mort pour les génocides. Elle n'a pas été abolie depuis Eichmann. Il y a un autre système qui existe, qui peut se mettre en place. C'est-à-dire que là, on joue plus dans la même cour. Alors si vous voulez,
Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire que si il faut exécuter tous ceux qui sont de gauche, pas qui du tout. sont exécuter, pas du tout. Non, mais c'est ce que vous dites en gros. Non, c'est pas ce que je veux dire. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que si on prend conscience que nous sommes, vous savez, les mots, ils ont toujours plein de sens. Les gens voient des choses péjoratives. J'ai étudié la Shoah très longtemps. Je suis historien de la Shoah. Vous savez, les gens, quand ils vont à Yad Vashem ou ailleurs, ou quand ils parlent de la Shoah, ils disent « On n'est pas des numéros. On n'est pas une masse. Chaque homme avait un nom. Chaque homme est un individu. Ne nous parlez pas de masse humaine. » Mais c'est une idiotie de dire ça. Alors que tout le monde dit ça. Dans les camps, la masse humaine, c'est ce qui sauvait la vie. Se cacher dans la masse permettait à des gens de se sauver après avoir été sélectionnés pour la chambre à gaz, en se refondant dans la masse. Quand on pouvait plus marcher, on faisait semblant de travailler à épuisement total, avant de mourir. Il fallait aller à 5-8 kilomètres au commando pour travailler. On ne peut plus marcher. On était porté par la masse. Ça veut dire que la masse, qui est vue par tout le monde comme une chose horrible, une chose négative, péjorative, c'était une chose qui sauvait la vie. Et alors, parfois, on voit les choses on s'imagine que c'est péjoratif. Le fait d'être victime de génocide de façon presque ontologique. Vous savez qu'on est né d'un génocide. Les Hébreux devaient être tués par les Égyptiens. Les Égyptiens voulaient tuer tous les premiers-nés et tous les enfants hébreux. On est né d'un génocide. Avant même que Pharaon nous appelle peuple, il y avait déjà le projet d'exterminer ce qui sera un peuple. Donc cette accusation de génocide pour les Juifs et les Israéliens, vous l'avez complètement inversée. C'est nous qui sommes des génocidés. Exactement, depuis l'Égypte. Mais je ne l'ai pas inversé, parce que l'Égypte, c'est bien avant qu'eux l'inversent. On est des génocidés. Je ne veux pas rentrer dans la Kabbalah, parce que si vous... Non, voilà. on peut pas, on n'a pas le temps en plus. Parce qu'en fait, on comprendrait en quoi le fait d'être génocidé, le fait d'être génocidé est lié à notre identité. Et tout ça, c'est dans le bouquin. Alors attendez, je veux juste finir, je vais conclure en deux mots. Une petite phrase, alors seulement, voilà. pas plus. Tout ça, c'est dans le bouquin. Tout ça, si on arrive à prendre conscience... Enfin, le livre noir du... Voilà, si on arrive à prendre conscience oui. que le crime dont on est les victimes, et sans avoir honte d'en être les victimes, c'est un véritable génocide et pas autre chose... Alors, on rentre dans la phase active qui est la création d'un droit adapté contre le crime de terrorisme génocidaire ou de pro-palestinisme, c'est-à-dire de soutien au terrorisme génocidaire. On rentre dans cette catégorie-là. Et on peut le faire. Comment on peut le faire? C'est pas simplement les députés qui changent les lois. Nous-mêmes, on n'est que 7 millions de juifs ici. On a très peu de députés, 120 députés, qui ne sont pas par région, qui sont nationaux. Oui. Donc l'idée de ce livre, c'est que le livre va se terminer sur une 4e partie qui est juridique, dans lequel on propose, qui ne sont pas des projets de loi, mais qui sont des déclarations de loi. Je vous en ai sorti une, mais pendant tout le trajet, je l'ai remaniée, parce qu'il faut vraiment que ça soit travaillé. Non, mais nos amis téléspectateurs et auditeurs, je les laisse avoir ce teasing pour acheter le bouquin, quand même. En fait, à la fin du bouquin, à la fin du livre noir, vous aurez toutes ces lois dont le but est d'arriver à les faire passer par des pétitions successives et à les faire passer en étant en rapport avec les députés et à changer. L'idée, c'est de ne plus pleurer sur les victimes du terrorisme. C'est qu'il n'y ait plus de terrorisme, c'est qu'il n'y ait plus de génocide contre les Juifs. Isaac Atia, on pourrait en parler encore pendant des heures. Il faudrait faire un feuilleton, quoi, finalement, je pense. Mais c'est captivant, il y a même un côté émouvant quand vous nous parlez de toute cette partie sentimentale donc du peuple juif et surtout de ce qui s'est passé avant et de ce qui se passe maintenant. Mais je renvoie à ce livre, le livre noir du génocide. Oui. Alors on va l'appeler le livre noir du palestinisme. Vous pouvez l'obtenir en allant sur le site de Israël Magazine. Voilà, c'est ça, donc, Israël Magazine. De Israël Magazine. Et vous allez trouver une possibilité de l'acheter. L'avantage de l'acheter maintenant, c'est qu'il vaut 150 shekels et qu'il vaudra 250 quand il sortira en librairie. Il vaut mieux le faire maintenant. Voilà. Merci beaucoup, Isaac Atia. C'était très, très, très intéressant. Et je rappelle que cette émission et cet entretien captivant, eh bien, vous allez pouvoir le retrouver sur tandemtv.net, le site internet, également sur, évidemment,
la vidéo YouTube. Et puis, si vous habitez en Israël, il y en a quand même un certain nombre, vous allez pouvoir retrouver cet entretien via le réseau Anatel. Et surtout, abonnez-vous. Merci. Merci à bientôt. vous. Merci à vous. D'autres sur d'autres émissions. Très bien. Pour très continuer. Au revoir à tous.